Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Émilie du Châtelet, dont j'ai entendu parler par-ci par-là, comme étant celle qui avait traduit le Principia Mathematica de Newton en français. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à elle à cause de cette raison. Et je me suis rendu compte petit à petit qu'elle avait un rôle peut-être bien plus important dans l'histoire des sciences, des mathématiques, mais aussi de la France, que ce qu'on pourrait croire de prime abord. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'elle est la mère des sciences françaises. Et bon, je vais y aller avec des pincettes, hein, je sais que j'exagère un petit peu en disant cela, mais je vais essayer de vous montrer que je n'exagère pas tant que cela. Alors, être la mère des sciences françaises, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que, en gros, avant Émilie du Châtelet, il n'y avait pas grand-chose en sciences françaises, et qu'après Émilie du Châtelet, ça a complètement explosé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à me dire petit à petit en lisant sur Émilie du Châtelet. Et d'un moment, j'ai émis cette hypothèse, et j'ai eu une approche assez scientifique, c'est-à-dire que j'ai émis cette hypothèse avant d'avoir tout lu, et je me suis demandé comment est-ce que je pourrais montrer que l'affirmation sur laquelle Émilie du Châtelet est la mère des sciences françaises est vraie ou fausse. Pour cela, je me suis dit, ce qui montrerait ça bien, c'est si le nombre de scientifiques français ou de mathématiciens français, notamment de très grands renom, a explosé quelques années ou quelques décennies après, par exemple, notamment la publication du Principia Mathematica par Émilie du Châtelet. Alors, il faut savoir qu'Émilie du Châtelet est née en 1706 et qu'elle est morte en 1749, et que sa traduction des Principia Mathematica aura lieu juste après sa mort, donc à peu près en 1749. Et du coup, ce qu'on va vraiment faire, c'est comparer les sciences et les mathématiques en France bien avant 1749. En fait, on va regarder avant 1666. Ensuite, on va voir l'état des mathématiques et des sciences contemporaines à Émilie du Châtelet. En fait, on va voir entre 1666 et 1749. Et enfin, on va parler des mathématiques et des sciences après Émilie du Châtelet. Alors avant d'aller plus loin, il faut quand même dire qu'avant Émilie du Châtelet, il existait des maths et des sciences en France, et même avant 1666, des mathématiques et des sciences de très très haut niveau, puisqu'il y avait des gens comme René Descartes, ou Pierre de Fermat qui était vraiment très 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 haut niveau. Puis il y en avait d'autres comme Blaise Pascal ou Marin Mersenne qui étaient aussi de niveau mondial quasiment à l'époque. Mais ça c'était avant 1666. Hein. Les quatre mathématiciens que je viens de citer sont tous morts avant 1666. Pourquoi j'insiste sur 1666? 1666 c'est l'année de la peste à Londres, c'est l'année où Newton du coup doit fuir Londres pour habiter avec sa mère et son père adoptif en campagne. Et c'est donc à ce moment-là qu'une pomme serait tombée sur sa tête et qu'il aurait eu cette idée de génie d'unifier les lois du cosmos et de la Terre. Et donc la révolution newtonienne commence en 1666, et en particulier les quatre mathématiciens que j'ai cités sont pré-newtoniens. En 1666, Émilie du Châtelet n'est pas encore née, hein, elle naît en 1706. Mais entre 1666 et en gros 1749, on va parler des exceptions après, mais en gros, dans toute cette période, je peux vous lister les mathématiciens et les scientifiques français de cette période. Alors, il y a Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, Alexis-Claude Clairaut, Guillaume Amonton, Gilles de Roberval et Pierre Varignon en tant que mathématicien. Si vous en connaissez aucun, c'est tout à fait normal. Moi, j'en connaissais aucun non plus. Hein. Et je connais aucun théorème à leur nom, j'ai jamais entendu leur nom où que ce soit. Autant dire que ce ne sont absolument pas des mathématiciens de premier rang. Il y a aussi des scientifiques à cette période, Edmé Mariotte, Jean Picard et un mec qui s'appelle Réaumur. Pareil, je les connais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Alors peut-être qu'ils sont connus parce que je ne connais pas très bien les autres sciences, pas aussi bien les autres sciences que les mathématiques, mais ils ne m'ont pas du tout l'air importants. Hein. Et puis Jean Picard, il ne faut pas le confondre avec Émile Picard, qui est un grand mathématicien, mais du 19e siècle, ça n'a rien à voir avec Jean Picard. Le seul scientifique les contemporains d'Émilie du Châtelet que je connaissais, c'est Georges-Louis Leclerc de Buffon, qui était vraiment un contemporain d'Émile du Châtelet, puisqu'il avait à peu près le même âge qu'Émile du Châtelet, un an de moins. En fait, j'en ai déjà parlé de Buffon, puisque j'en ai parlé dans l'épisode où je parle de pi, puisque Buffon est auteur de cette incroyable expérience ou façon de calculer pi qui consiste à jeter des aiguilles sur un quadrillage. Bon, allez voir l'épisode si vous voulez en savoir plus.
Donc Buffon est vraiment mathématicien avec quelques trucs intéressants. Il a aussi calculé l'âge de la Terre avec une méthode assez ingénieuse, assez cool, mais assez fausse aussi. Et enfin, il a eu des élans naturalistes évolutionnaires, mais qu'il n'a pas totalement assumé. Une très bonne vidéo de Xilcast sur la vie de Buffon. Et c'est à peu près tout à l'époque d'Émile du Châtelet. Et en gros, on peut dire qu'Émile du Châtelet était, mais de loin, la plus grande des mathématiciens de son temps, puisque elle a été la seule à comprendre suffisamment la théorie de Newton pour pouvoir la traduire, hein, une théorie qui n'était pas du tout écrite dans le langage moderne d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus facile à comprendre. Hein. Il était écrit dans le langage des fluxions et de la géométrie pour faire des calculs différentiels, un truc assez affreux aujourd'hui, qu'on n'utilise pas du tout aujourd'hui. Et du coup, ça devait être vraiment un tour de force, il faut être vraiment malin pour réussir à comprendre tout le bouquin d'Isaac Newton. L'autre remarque importante à faire, bien sûr, c'est qu'à ce moment-là, la France est attardée, des décennies de retard sur les mathématiques des pays voisins. Bon, en particulier à cette époque-là, on peut penser à Newton en Angleterre ou à Bayes, Thomas Bayes, très grand mathématicien aussi. En Suisse, il y a la dynastie des Bernoulli, bien sûr, avec tous les Jacob, Johann et compagnie. Et puis surtout, il y a un certain Leonhard Euler qui à cette époque-là doit passer de Berlin à la Russie, quelque chose comme ça. Donc tous les autres pays là ont leurs grands génies qui sont vraiment à la pointe, qui sont largement au-dessus des années-lumière de ce qui se fait en France. La France est attardée à ce moment-là en sciences et en mathématiques. Donc la France est attardée avant 1749, mais après 1749 et la publication de la traduction du Principia Mathematica par Émilie du Châtelet dans des conditions sur lesquelles je vais revenir un peu atroces, on va assister à une floraison merveilleuse, à une explosion des mathématiques et des sciences françaises, avec des futurs grands mathématiciens et scientifiques comme Jean-Baptiste d'Alembert, qui en 1749 a 32 ans. On a aussi Johann Lambert, qui à ce moment-là a 22 ans, dont j'ai parlé dans l'épisode sur la cartographie, puisque Johann Lambert a travaillé notamment sur des mathématisations et de la cartographie qui requièrent notamment du calcul différentiel, qu'il aura sans doute appris des écrits de Madame du Châtelet. On va aussi voir arriver Jean-Charles de Borda et Nicolas de Condorcet, qui vont devenir deux ennemis intimes, qui vont travailler notamment sur les systèmes de vote avec une approche très mathématique dont il faudra absolument que je vous parle un jour. En 1749, ils ont respectivement 16 ans et 6 ans. Puis on a aussi Gaspard Monge qui va être l'auteur du problème dit de Monge, qui est un problème de transport optimal. En gros, on a des tas de sable à gauche à droite, on veut réunir ces tas de sable en 2 ou 3 tas de sable. La question c'est vers quel tas de sable chaque morceau de sable va aller. Ça peut paraître un peu bizarre là comme ça, mais c'est un problème mathématique ultra important sur lequel notamment un certain Cédric Villani a travaillé. Donc là, les 5 mathématiciens que je vous ai cités, c'est des mathématiciens qui étaient nés en 1749. Mais bien sûr, il faut imaginer qu'avec les méthodes de l'époque, le temps de publication, les temps de lecture, et puis le fait que il faut que les professeurs aient lu ce bouquin pour ensuite bien l'enseigner. Du coup, il faut peut-être sauter 1 ou 2 générations pour que ça explose complètement. Et en effet, ce n'est qu'1 ou 2 générations plus tard que ça va encore plus exploser complètement, avec une génération de mathématiciens et de scientifiques qui vont vraiment devenir à la pointe des mathématiques et des sciences mondiales cette fois. Donc on peut citer notamment Pierre-Simon de Laplace, qui va devenir un leader mondial, notamment en astronomie. Tout ça en utilisant à foison les mathématiques de Newton. Et s'il y avait accès, encore une fois, c'est sans doute grâce à Émilie du Châtelet. Pierre-Simon de Laplace, lui, est né exactement en 1749, donc l'année où la traduction du Principia Mathematica est publiée. On va voir aussi arriver des mathématiciens comme Adrien Legendre en 1752, Joseph Fourier est né en 1768, Siméon Denis Poisson est né en 1781, Jean-Victor Poncelet en 1788 et Augustin Louis Cauchy en 1789. Tout ça, c'est aussi les mathématiciens qui vont faire toute la puissance de l'armée napoléonienne en apportant leur expertise à tout l'armement, mais en éduquant aussi à l'école polytechnique qui va être créée à ce moment-là toute une génération de soldats et futurs commandants des armées de Napoléon. Donc ça c'était pour les mathématiciens, mais au niveau des autres sciences aussi, il va y avoir une explosion suite à la publication de la traduction du Principia Mathematica, avec notamment Charles de Coulomb qui en 1749 avait 13 ans, Antoine Lavoisier qui avait 6 ans en 1749, André-Marie Ampère qui lui sera né en 1775,
Louis Gay-Lussac né en 1778, Augustin Fresnel en 1788 et Gustave Coriolis en 1795. Et donc je suis sûr que tous ces noms-là, vous les avez au moins entendus à l'école, voire avaient une petite fascination pour leurs travaux. Enfin, notamment Lavoisier, hein, qui est le père de la chimie, un mec absolument, en tout cas scientifiquement, fabuleux, quoi. Alors on peut se demander si l'explosion des sciences et des mathématiques dans la deuxième partie du XVIIIe siècle en France est vraiment due à Émilie du Châtelet, ou est-ce qu'elle ne serait pas plutôt due à la pensée des philosophes des Lumières qui datent du début du XVIIIe siècle notamment. Je pense que les deux ont joué leur rôle, mais ce que j'aimerais suggérer, c'est que peut-être que la philosophie des Lumières est peut-être conséquente de personnes comme Émilie du Châtelet qui ont mis en avant non seulement la science et les mathématiques, mais aussi l'appréciation des mathématiques et des sciences. Donc, notamment, il faut savoir qu'Émilie du Châtelet a eu une relation amoureuse très longue avec Voltaire notamment, et que l'influence de Voltaire sur Émilie du Châtelet n'est peut-être pas plus faible que l'influence d'Émilie du Châtelet sur Voltaire. Et ça a sans doute contribué à donner envie à Voltaire en tout cas de promouvoir les sciences et les mathématiques en général. Et on peut se demander si finalement Émilie du Châtelet n'est pas l'une des personnes qui auront le plus contribué au développement des idées qui ont conduit, in fine, à la révolution de 1789. Je sais peut-être aller un peu vite en besogne que d'affirmer ceci, mais je pense que ça serait aller tout aussi vite en besogne que de réfuter l'idée selon laquelle elle n'a pas eu un rôle ou un poids significatif, subtil, mais significatif, sur l'évolution de la pensée en France. Et j'aimerais vraiment insister sur ce point parce que c'est peut-être la raison pour laquelle j'admire le plus Émilie du Châtelet. Il s'agit d'une communicatrice au final des sciences et des mathématiques. Elle n'a pas forcément découvert, bon elle a fait quelques découvertes mathématiques, mais elle n'a pas fait forcément une très très grande découverte mathématique à la hauteur de celle de Newton, mais elle a communiqué, sans doute simplifié, sans doute éclairer la pensée newtonienne, ce qui a permis de mieux la faire connaître, en tout cas en France. Et c'est au moment où cette théorie aura été mieux expliquée, mieux répandue, qu'elle aura eu tout l'impact qu'elle pouvait avoir. Il me semble que souvent, quand on raconte l'histoire des sciences et des idées, on se concentre énormément sur quelques penseurs qui sont à l'origine des idées, mais on oublie les personnes qui diffusent, simplifient, réexpriment, popularisent toutes ces idées. Or, ces personnes-là ont finalement un rôle peut-être au moins aussi important sur le développement des idées et des sciences à travers l'histoire. Donc, l'autre exemple qui vient à l'esprit, c'est celui de Galois. Galois, il est mort très jeune et personne ne l'avait compris. Mais il y avait ensuite des gens comme Liouville ou Jordan qui ont réexpliqué les idées de Galois. Et ce n'est qu'une fois que ces gens-là ont su bien expliquer, bien communiquer les idées de Galois, que Galois avait très maladroitement expliquées, un peu comme sans doute Newton a très maladroitement expliqué certaines idées de son Principia Mathematica. Ce n'est qu'après cette popularisation et clarification de ces idées que ces théories-là ont eu vraiment des impacts énormes. Et notamment, c'est à la fin vraiment du XVIIIe siècle que toute la théorie de Newton va être bien mieux comprise, bien mieux étudiée par les Laplace et Lagrange. Ce qui m'amène un peu aussi à ce que je fais moi, la raison pour laquelle je pense que ce que je fais est ultra important, c'est grâce à des gens comme Émilie du Châtelet qui m'ont montré que ce que je faisais avait peut-être une importance insoupçonnée, bien plus grande que ce qu'on pourrait croire. Et que si on essaie de suivre un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire, et dans l'histoire des idées notamment, on se rend compte que ces gens-là, qui sont des intermédiaires entre les chercheurs, les découvreurs, et les futurs découvreurs, ou le grand public, il me semble que ces gens-là ont un rôle ultra important. Et c'est pour ça que je fais tout ce que je peux pour suivre les pas de ces géants-là et de faire à mon échelle ce que Émilie du Châtelet, entre autres, a su faire à une échelle tout autre que la mienne.
Mais bien sûr, pour finir cet épisode, il me faut aussi insister sur le fait que Émilie du Châtelet était une femme, et une femme en plus au XVIIIe siècle, à une époque où il devait être encore plus difficile qu'aujourd'hui pour une femme de percer en sciences, même si c'est encore difficile aujourd'hui malheureusement. Et je pense que la raison pour laquelle c'est si difficile, c'est parce qu'on ne les y encourage pas du tout, voire d'une manière parfois subtile, parfois sans faire exprès, parfois non voulue. On dénigre, voire on réfute certaines supériorité de la femme, ou, surtout, ou plutôt une certaine supériorité de certaines femmes au niveau de l'intelligence et des capacités mathématiques. Et ça, on le voit très bien à travers les citations. Donc, sur la page Wikipédia en français d'Émilie du Châtelet, on peut lire des citations qui sont assez dégoûtantes, on va dire. Notamment, il y a une citation de la marquise du Défend qui dit que quelque célèbre que soit Madame du Châtelet, elle ne serait pas satisfaite si elle n'était pas célébrée, et c'est encore à quoi elle est parvenue en devenant l'amie déclarée de Monsieur de Voltaire. C'est lui qui donne de l'éclat à sa vie, et c'est à lui qu'elle devra l'immortalité. En gros, la marquise du Défend est juste en train de dépeindre une image de Madame du Châtelet, qui est assez horrible, qui est genre... quelqu'un qui cherche la célébrité et qui n'a rien dans le fond, quoi, qui est tout dans la forme, alors que c'est pas du tout vrai. On a par exemple la citation de Voltaire qui dit, bon, c'est sûr que c'est un peu biaisé puisque Voltaire était l'amant du Châtelet, mais il dit « Jamais une femme ne fut si savante qu'elle », en parlant bien sûr d'Émilie du Châtelet, et jamais personne ne mérita moins qu'on dit d'elle « C'est une femme savante ». Elle ne parlait jamais de science qu'à ceux avec qui elle croyait pouvoir s'instruire, et jamais n'en parla pour se faire remarquer. Donc bien sûr, ce que dit Voltaire est biaisé, mais si on lit entre les lignes, ce que dit la marquise du Défend a l'air clairement biaisé aussi. On sent énormément de jalousie chez la marquise du Défend de toute l'attention qui est donnée à Madame du Châtelet. Et je n'ai pas lu tout l'extrait de la marquise du Défend, mais en gros, comme d'une certaine manière, elle ne peut pas être en compétition avec Émilie du Châtelet au niveau intellectuel, elle va s'attaquer à cette supposée soif de gloire d'Émilie du Châtelet. Et puis dans la partie que je n'ai pas citée, elle va s'attaquer aussi au physique d'Émilie du Châtelet. Bon bref, c'est des coups bas, quoi. Mais la marquise du Défend n'est clairement pas la seule à avoir de tels sentiments négatifs envers Émilie du Châtelet, puisqu'on a aussi Madame de Créqui qui dit « Je comprends bien que Monsieur de Voltaire ait eu la fantaisie de la faire passer pour une savante, mais je n'ai jamais pu m'expliquer comment Monsieur Clairaut, un mathématicien dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt, qui était rude et sévère, avait eu cette complaisance-là. Nous disions toujours qu'elle avait dû lui donner de l'argent, et nous n'avons jamais ouï parler du génie sublime et du profond savoir de Madame du Châtelet sans éclater de rire. » C'est assez horrible, c'est dégoûtant comme citation. Ça montre pire que de la jalousie. Ça montre que c'est... Donc, alors, quand elle dit nous, je ne sais pas exactement de qui Madame de Créqui parle, mais j'imagine que c'est tout un groupe d'aristocrates, de nobles de l'époque, et qui du coup se moquaient d'Émilie du Châtelet parce qu'Émilie du Châtelet cherchait à travailler son intellect, à en savoir plus et à comprendre le monde autour d'elle. Et malgré les avis des experts qui tous embrassent le génie d'Émilie du Châtelet, tous ces nobles-là, Madame de Créqui, la marquise du Défend, et j'imagine pas mal de nobles femmes notamment comme cela, se moquaient. Hein, il y a quand même la phrase éclatée de rire, donc c'est vraiment... c'est violent, quoi, c'est d'une violence inouïe. Ils se moquaient, ils dénigraient complètement Madame du Châtelet parce que Madame du Châtelet cherchait à comprendre le monde. Enfin, ça m'a l'air juste horrible. Et dans un environnement comme ça, déjà c'est incroyable que Madame Marquis du Châtelet
ait pu s'intéresser aux sciences tout court. Hein. Donc si elle a pu s'intéresser aux sciences, c'est grâce d'une partie à son père qui l'a poussé, mais aussi à Voltaire qui était très 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 admiratif, hein, de l'intellect d'Émilie du Châtelet, qu'il considérait être supérieur à la sienne. Mais surtout, on voit clairement pourquoi les femmes de l'époque ne s'intéressaient pas aux sciences. Je veux dire, si elles se moquaient des gens qui s'y intéressaient, forcément, ça donnait envie à aucune d'entre elles de s'y intéresser d'elles-mêmes, quoi. C'est horrible. Et moi, je crains énormément que dans notre société d'aujourd'hui, que ce soit encore le cas malheureusement, qu'on ait tendance à dénigrer, ou en tout cas ne pas apprécier les compétences et les facultés mathématiques de qui que ce soit, mais des femmes bien sûr en particulier. Ce n'est pas qu'une histoire d'hommes qui font ça, je pense que c'est aussi une histoire beaucoup de femmes qui s'auto-dénigrent ou qui dénigrent d'autres femmes au niveau intellectuel. C'est juste affreux, quoi. C'est juste affreux. Donc, par exemple, si je regarde les statistiques de Science for All, déjà la première chose à remarquer, c'est qu'il y a 89% d'hommes versus 11% de femmes, ce qui est un ratio assez horrible. C'est assez horrible et apparemment c'est à peu près pareil chez tous les youtubeurs scientifiques, y compris en biologie et y compris lorsqu'ils sont gérés par des femmes. Mais si on regarde encore un peu plus dans le détail, on voit que dans la tranche d'âge 18-24 ans, dans cette tranche-là, c'est à peu près un tiers ou un quart des abonnés qui ont entre 18 et 24 ans qui sont des femmes. Par contre, dès qu'on bouge à 25-34 ans, il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a plus de femmes, quasiment. Le pourcentage est quasiment 100% d'hommes. Et c'est encore pire plus on monte dans les tranches d'âge. Ce qui montre que les mères de famille ne s'intéressent pas à Science for All. Et je crains que de façon plus générale, elles ne s'intéressent pas, en tout cas pas autant que les pères de famille, aux maths et aux sciences. Et je crains qu'une conséquence de ceci, du manque d'intérêt des mères de famille pour les sciences et les mathématiques, ne soit une cause de peut-être leur difficulté d'apprécier les facultés mathématiques et scientifiques de leurs filles. Et ceci est peut-être l'une des causes des difficultés des femmes en mathématiques et en sciences en général. Alors je sais que j'extrapole beaucoup, mais j'ai quand même envie de dire que si les mères de famille notamment s'intéressaient beaucoup plus aux sciences et aux mathématiques qu'elles ne le font aujourd'hui, non seulement le ratio homme-femme pourrait être beaucoup plus équilibré, mais aussi la science plus globalement et les mathématiques se porteraient beaucoup mieux, parce qu'on aurait beaucoup plus d'esprits brillants, et notamment donc ces femmes, pour nous aider à mieux réfléchir sur le monde et la physique et les sciences et les maths qui nous entourent. L'exemple d'Émilie du Châtelet montre clairement que les femmes n'ont pas moins de facultés mathématiques que les hommes, puisque Émilie du Châtelet était à son époque plus intelligente que tous les Français, hommes ou femmes. Plus généralement, ce qui semble vraiment très problématique à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, c'est un espèce de conformisme, ou de volonté de conformisme que révèle la citation de Charles Collet, je ne sais pas trop qui c'est, mais ça doit être un noble, j'imagine, qui disait, juste après la mort de Madame du Châtelet, il disait « Il faut espérer que c'est là le dernier air que Madame du Châtelet se donnera. Mourir en couche à son âge, c'est décidément prétendre ne rien faire comme les autres. » C'est scandaleux comme citation. C'est incroyable que quelqu'un ait pu écrire ça. Le mec est en train de souhaiter la mort de Madame du Châtelet. Juste après sa mort. Enfin, qu'est-ce qu'on peut pas lire, quoi. Et alors, mourir en couche à son âge, en effet, Madame du Châtelet est morte en 1749 au moment d'accoucher. Elle avait à ce moment-là 42 ou 43 ans, quelque chose comme ça, donc très âgée, notamment à l'époque. Et surtout, il y a une espèce de condescendance, une espèce de moquerie d'Émilie du Châtelet. Et cette moquerie, visiblement, dans cette citation, elle est due au fait qu'Émilie du Châtelet, elle n'était pas comme les autres. Et parce qu'elle faisait pas les choses comme les autres, notamment parce que c'était une femme qui s'intéressait aux sciences,
Selon Charles Collet, elle méritait le mépris. Scandaleux, quoi. C'est vraiment scandaleux. Émilie du Châtelet sera refusée à l'Académie royale des sciences. Ce qui est incroyablement bizarre quand on se dit que c'était la plus grande mathématicienne de son temps, mais bref. Ceci dit, les savants de son époque lui reconnaissaient largement non seulement une curiosité, une envie de comprendre le monde, mais aussi un génie de tout premier rang. Si le journal du savant écrivait quel encouragement pour ceux qui cultivent les sciences de voir une dame qui, pouvant plaire dans le monde, a mieux aimé s'instruire dans sa retraite, qui, dans un âge où les plaisirs s'offrent en foule, préfère à leur erreur malheureusement si douce la recherche de la vérité toujours si pénible, qui, alliant enfin la force aux grâces de l'esprit et de la figure, n'est point arrêtée par ce que les sciences ont de plus abstrait. Un très très bel hommage. Et enfin, je vais finir avec une citation de Voltaire, de son amant de longue date. Voltaire, juste après la mort d'Émile du Châtelet, donc Voltaire, c'est aussi celui qui s'est occupé de la publication de la traduction du Principia Mathematica après la mort d'Émile du Châtelet. Donc vraiment, pour ça, en tout cas, Voltaire mérite vraiment beaucoup de respect et d'honneur. En publiant ce bouquin, il a sans doute changé la face de la France. Voltaire écrivit à un ami juste après la mort de Madame du Châtelet: j'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avoit de défaut que d'être une femme, et que tout Paris regrette et honore.